Bonjour Xavier Gauthier, je suis très heureux de vous retrouver à Saint-Sauveur-en-Puisaye pour cette édition 2.0 à l'occasion des 50 ans du MLF. On a l'occasion déjà de se rencontrer pour le Festival international des écrits de femmes où vous étiez venu nous parler de Louise Michel, on va en reparler d'ailleurs un petit peu, Oui. mais on va cette fois parler plus spécifiquement de cette aventure éditoriale importante des premiers temps du féminisme qui est la revue Sorcière. Alors avant d'en venir à ça, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Vous êtes né à Toulon, comme le père de Colette d'ailleurs, Ah oui. et vous êtes, vous le dites, d'un milieu ouvrier où la littérature était assez absente, et c'est l'école laïque républicaine qui va vous amener à la littérature, à la lecture, et puis vous pousser aussi vers des études supérieures. Vous soutenez une thèse consacrée à sexualité et surréalisme, en tout cas c'est sous ce titre qu'elle est publiée en Dans 1971, l'autre sens, Surréalisme surréalisme, et sexualité. sexualité. Voilà, et vous êtes repéré à ce moment-là par Antoinette Fouque, qui vient de fonder les Éditions des Femmes et qui va publier votre premier recueil de poésie, Rose saignée, à peu près, je pense, dans les mêmes années, en 1974. Et cette même année, vous publiez aux Éditions de Minuit une transcription brute d'entretien que vous avez eu avec Marguerite Duras dans le cadre d'une étude que vous meniez à ce moment-là sur l'écriture des femmes et qui va être publiée sous le titre Les Parleuses. C'est à peu près à ce moment-là que va naître donc la revue Les Sorcières. Alors, avant de parler de l'origine du projet de cette revue, puis des échos qu'elle reçoit encore aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de vous. On a parlé beaucoup du MLF et de la naissance du MLF. J'ai une question assez simple dans un premier temps. Où est-ce que vous étiez le 26 août 1970 ? Aucune idée. Je n'en ai pas la moindre idée. Euh, j'ai dû en entendre parler de ce dépôt de gerbes, mais c'est tout. Je n'y ai pas participé. Est-ce que vous étiez déjà engagé à ce moment-là, en 1970, dans des luttes sociales ou déjà féministes ? Non, pas directement. Non. Votre travail était à ce moment-là essentiellement un travail littéraire, Oui, de oui, recherche littéraire. oui, oui, oui. C'était l'époque de recherche de ma thèse de troisième cycle de philo, donc surréalisme et sexualité. Et bon, alors avant 70, il y a eu quand même mai 68, évidemment, où j'ai été engagée, et évidemment, mais pas dans un groupuscule précis, ni dans un parti. Pourtant, dès le départ, dès ce début des années 70, vous affirmez une position assez singulière au sein du féminisme, puisque vous êtes à ce moment-là dans un refus, disons, du féminisme beauvoirien, au sens où vous plaidez au contraire pour l'affirmation d'un féminin, même d'une féminitude, écrivez-vous, fondée en particulier sur la physiologie, qui n'était pas du tout envisagée comme un destin, mais comme une détermination. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cette position d'alors et nous dire si depuis vous avez évolué sur cette position ? Attendez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites là. Dans le livre, ma thèse a été publiée, Surréalisme et sexualité, et dans cette thèse, j'ai une analyse tout à fait féministe au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que j'observe l'attitude des hommes surréalistes et je dénonce en fait leur misogynie. Et je scrute la place des femmes dans la création, déjà. Bon. Il faut quand même. Donc cette thèse a été publiée en 1964, en 1971, je ne sais plus moi-même. Et grâce à ce travail sur le surréalisme, j'avais rencontré Léonore Fini, donc femme peintre surréaliste ou apparentée, qui m'intéressait beaucoup. Elle m'avait demandé d'écrire une monographie sur elle. Donc à la même époque, et 73 je crois, est parue cette monographie sur Léonore Fini. Je dis ça parce que ça aura une importance aussi dans la revue Sorcière. Sur ma forme de féminisme, si je puis dire, il n'est pas anti-beauvoirien, d'autant plus que Simone de Beauvoir parle très très bien de la différence des sexes. Elle a, notamment à la fin du deuxième sexe, elle a des phrases très très belles sur les deux sexes qui doivent rester chacun à leur sexe, et avec un échange, la richesse, c'est l'échange entre ces deux sexes, à condition, bien sûr, que l'un ne soit pas deuxième par rapport à un premier. Voilà. Et ça n'a pas varié chez moi, c'est-à-dire ce que je combats, c'est ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un
qui domine l'autre. Voilà, tout simplement, mais c'est pas si simple, puisqu'on sait que dans le monde entier, c'est encore le cas. Il y en a un qui domine l'autre. Voilà. Vous me demandiez autre chose ou... Non, c'était la Non, spécificité c'est de ça. votre féminisme à ce moment-là. Alors on va en venir à la revue Sorcière. Le titre même de la revue est lié à votre travail avec Marguerite Duras, Oui. puisque c'est elle qui va vous amener à la figure de la sorcière. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce titre? Tout à fait, oui. On a fait des entretiens. J'avais prévu pour le journal Le Monde un dossier sur les écrivaines. Et j'avais choisi plusieurs d'entre elles pour les interviewer, etc. Et finalement, ce dossier n'est pas passé parce que la rédactrice en chef a trouvé que c'était vraiment... On n'y comprend rien, elle avait dit. Bon. Et Marguerite Duras, que j'avais interviewée, elle regrettait autant que moi. Et on a dit, on a continué à parler. On a fait plusieurs entretiens qui se sont déroulés sur plusieurs mois. Et quand on a terminé ça, que j'ai retranscrit, l'idée m'est venue, pourquoi ordonner cette parole qui partait dans tous les sens, on parlait totalement librement, n'importe comment. Je me suis dit, c'est se soumettre à un certain ordre masculin que de vouloir l'ordonner comme un champ de bataille, un champ de betterave, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose qui fait une censure. Et donc l'idée, c'était de publier ces entretiens tels quels, dans cette parole qui divague, sans crainte. D'ailleurs, elle a fait elle-même une 4e de couverture où elle dit, là, c'est enfin des femmes parlent sans crainte du censeur. Et c'est peut-être ça l'avenir des écrits, même de la femme, elle dit pas des femmes. Moi, je dis jamais la femme, je dis les femmes, mais elle voilà. Et dans un de ces entretiens, elle me dit, t'as lu Michelet? Et non, j'avoue, je n'avais pas lu Michelet. Eh bien, tu sais ce qu'il dit, Michelet, des sorcières, donc dans son livre La sorcière. Il dit que les sorcières, ce n'était pas du tout ce qu'on croit, c'était des femmes qui laissaient parler librement leur corps, les forces de leur corps et les forces de la nature. Elle dit, Marguerite, ce sont des femmes qui ont inventé l'intelligence avec la nature. Et je me suis dit, mais voilà, mais exactement, cette liberté-là, ça devrait être la liberté des femmes, d'autant plus que grâce à cette connaissance de la nature, c'est-à-dire connaissance notamment des plantes et des pouvoirs des plantes, les sorcières, ces femmes qu'on a appelées sorcières, pouvaient guérir. Michelet dit, la sorcière fut l'unique médecin du peuple et elle pouvait empoisonner aussi, éventuellement. Elle s'occupait particulièrement des femmes. Elles étaient sages-femmes, elles pouvaient les aider à accoucher et elles pouvaient les aider à se libérer des grossesses non désirées, c'est-à-dire qu'elles étaient des avorteuses, c'est-à-dire, alors voilà, une maîtrise du corps et le rêve. Bon, alors là, vous avez parlé de mon itinéraire un peu personnel, mais ça rejoint la grande histoire, c'est-à-dire que, comme on sait à cette époque, 1975, la loi Veil avait été votée, mais à titre seulement provisoire, et il y avait des manifs souvent de femmes, mais les grandes manifs, c'était pour l'avortement libre et gratuit, on disait. Donc on se battait encore, comme les sorcières, je dirais, on se battait encore contre l'ordre des médecins et l'ordre des prêtres. Donc c'est une réminiscence, en somme, pas une réminiscence, mais ça revenait, comme les Italiennes, elles disaient « tremare, tremare ». Les streghe son tornare, les sorcières sont retournées, sont revenues, voilà, parce qu'on se trouvait dans une situation qui avait ceci de semblable, en effet, qu'on devait se battre contre qui nous confisquait notre vie, notre plaisir, notre existence, voilà. Alors de la sorcière de Jules Michelet, on va passer à sorcière avec un S, c'est-à-dire de la sorcière solitaire à la sorcière solidaire. Très important, oui. Et dans le premier numéro, vous exposez le projet, je vous cite. « Je voudrais que Sorcière soit un lieu ouvert pour toutes les femmes qui cherchent et disent, écrivent, chantent, filment, peignent, dansent, dessinent, sculptent, jouent, travaillent, leur spécificité et leur force de femme. Oui. » Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet qui est à la base de Sorcière ? Alors justement, c'est ce que je voulais vous lire là dans le...
Bon, je vais vous en lire un petit peu plus Bien sûr. de ce petit manifeste de Pourquoi sorcière. J'écrivais à l'époque, parce qu'elle danse, pourquoi sorcière? Parce qu'elle danse, gonflée de révoltes fulgurantes. On a voulu nous faire croire que les femmes étaient impotentes. C'est parce qu'on voulait les forcer à marcher droit. En réalité, elles dansent, sauvages et irrécupérables comme le désir. Elles volent, c'est qu'elles sont légères, c'est qu'elles ne se soumettent à aucune loi. Parce qu'elles chantent, on a voulu nous faire croire que les femmes étaient muettes, c'est seulement parce qu'on voulait les forcer à parler droit. En réalité, elles chantent des berceuses, elles hurlent, elles gémissent, elles se taisent et même leur silence s'entend. Cette voix autre commence à s'entendre du côté des failles de l'ordre socio-symbolique, du refoulé de ce discours masculin, quel trou. Donc c'était ça un peu l'idée, c'est qu'on peut entendre autre chose grâce à une revue interdite aux hommes quand même, puisque c'était une revue uniquement de femmes. On pourrait enfin entendre des voix de femmes, pas du tout une voix d'une femme, des voix multiples, qui, cessant de faire plaisir à l'homme ou pour lui ou contre lui, ensemble et différentes, pourraient... Lucie Irigaray disait il faudrait prêter l'oreille à une autre musique. Voilà, c'était ça que je voulais faire avec La Revue Sorcière, faire entendre une autre musique. Alors, il y a deux choses qu'on entend dans ce préambule, dans ce projet tel que vous l'avez lu, puis d'autres extraits, bien sûr. Il y a d'une part la spécificité de la force des femmes que vous cherchez du côté du corps, on pourrait peut-être en parler. Et le deuxième aspect, on l'entend dans ce que vous avez dit, c'est le côté subversif aussi de l'entreprise. Parce qu'il ne s'agit pas simplement, finalement, de libérer une parole des femmes ou des paroles de femmes, mais aussi de renverser un ordre aussi patriarcal. Vous le dites, ce n'est pas seulement de la liberté qu'il s'agit. Cette lutte est une mise en cause radicale des rapports de reproduction et de production qui ébranle même le soubassement de la famille, de la propriété privée et de l'État, de la société de classe. Alors comment s'articulait chez vous ce rapport entre la création féminine, du côté du corps donc, et cette révolution sociale? Oui, la création féminine n'est pas seulement du côté du corps. Il ne faut pas l'enfermer. Voilà. Sauf que le corps ne reste pas à la porte du bureau quand on vient écrire. La main, le corps suit, enfin en principe les mains maintenant. Donc il ne faut pas l'enfermer dans le corps. J'en profite pour dire que la Revue Sorcière avait des thèmes, un thème différent à chaque fois, et que certains, en effet, sont proches du corps, comme les odeurs, comme le sang, mais d'autres, la théorie, la mort, voilà, c'était en effet l'ensemble, on croyait en tout cas pouvoir attaquer l'ensemble de la société patriarcale. Si la société patriarcale s'est fondée sur cet interdit des femmes, et de leur expression, faire qu'elles puissent être des créatrices à part entière devrait logiquement ébranler ce socle. Alors, ce socle patriarcal de la société. Alors, il faut quand même que je dise que c'était un projet légèrement utopiste. Bon, faut pas rêver, mais on a rêvé quand même. On était tellement utopiste et tellement... On y croyait tellement que souvent on m'a demandé les dates de parution de la Revue Sorcière. Alors maintenant je sais, 1975, 1982. Mais quand j'ai voulu rechercher, je ne savais pas parce qu'aucune date n'est indiquée sur la revue. Chose complètement interdite. On avait un numéro de commission paritaire, on devait indiquer les dates. Mais on refusait le calendrier grégorien. Grégoire, qu'est-ce que c'est? Un moine, je ne sais pas quoi, un homme en tout cas. Le calendrier grégorien, la non-scansion des mois non lunaires que nous donne le calendrier. On rêvait un peu, quoi. On voulait tellement peu se plier qu'on n'a pas indiqué ces dates. C'est un signe. C'est le signe qu'on pensait partir à zéro presque, voilà. Alors justement, on en parlait de ça tout à l'heure avec Cathy Bernheim sur cette idée de l'année zéro qu'a été le MLF au mépris, ou pour plus exactement dans une méconnaissance de l'histoire des féministes qui sont avant. Est-ce que vous, dans le projet de la Revue Sorcière, vous aviez conscience de reprendre une tradition qui est celle de la Fronde, de Marguerite Durand, ou des journaux féministes des années 1830-1848, en voulant créer un journal
de femmes par des femmes pour des femmes, ou est-ce que c'était une dimension historique qui vous était complètement, qui était un ignoré, un impensé? On était très, oui, on était très ignorantes, très ignorantes. Moi, je ne connaissais pas à l'époque la Fronde, je ne crois pas. Bon, depuis, j'ai tout découvert, mais on était dans cette naïveté, cette sorte de pureté de pensée. On démarre à zéro, comme je le dis. Bon, donc c'est aberrant puisque au cours des numéros, une historienne comme Michel Perrault, par exemple, a participé. Donc voilà. Petit à petit, on a appris, mais c'est vrai que c'était dans l'ignorance, ce qui est pas bien, et en même temps, peut-être que, ne sachant pas tout cela, on avait l'audace de se lancer. C'est peut-être ce qui nous a permis de nous lancer, c'est qu'on avait l'impression de partir sur notre balai et de s'envoler. Voilà. Bon. Alors, et d'ailleurs, pardon, oui, juste, je voulais dire que le premier numéro de la revue, c'est Léonore Fini qui m'a fait ce dessin original, voilà, qui est magnifique, et qui donne cette sensation de légèreté. La femme s'envole, elle est belle, elle a un rapport avec la nature, et le balai, c'est juste pour détourner son outil de travail, mais elle n'en a pas besoin parce que, comme elle est légère, elle s'envole, puisqu'elle n'obéit à aucune loi, pas davantage à la loi de la pesanteur. Vous voyez comme on était un peu jusqu'au boutiste, on va dire. Alors justement, c'est aussi le refus de la hiérarchie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont se constitue chaque numéro, comment se prennent les décisions, comment on décide de choisir les textes, comment on constitue chaque numéro? Oui, alors c'est vrai que c'est dans la foulée de mai 68 aussi, donc pas de rédactrice en chef. Il fallait une directrice de publication parce que ça c'est obligatoire, quand même on a été obligé par l'éditeur de le faire, qui n'a aucun pouvoir, la directrice de publication, donc pas de rédactrice en chef. J'ai dit dès le départ qu'il ne fallait pas qu'il y ait un comité de rédaction fixe, comme dans toutes les revues il y en a un. Là non, c'est-à-dire que pour chaque numéro, il y avait une ou plusieurs responsables, on ne disait pas rédactrice en chef, mais ça revenait un petit peu au même, c'est-à-dire il y avait une ou plusieurs responsables du numéro, ou en tout cas responsables du thème, et elles pouvaient être différentes à chaque fois, elles pouvaient être parmi une petite équipe qui revenait très souvent à Paris, mais aussi elles pouvaient être au Québec. Il y a eu un numéro entier fait par des Québécoises, numéro qui s'appelait La Jasette, et il y a eu un numéro fait par des Strasbourgeoises, comme ça, parce que j'avais rencontré une femme qui m'a dit « Mais dis donc, toi, ta revue, c'est des Parisiennes. » Eh ben non, vas-y, voilà. Donc, il y avait une liberté en fonction de la possibilité de s'investir, d'avoir un peu de temps, voilà, et de l'intérêt. Alors, par exemple, on discutait ensemble de thèmes possibles, et si l'une disait « Voilà, moi, comme thème, je voudrais le sang », alors soit, vous, là, là, mais non, mais qu'est-ce que tu vas dire là-dessus? Voilà. Oh oui, génial, vas-y. Ah oui, on pourrait demander à elle. Si ça faisait écho, si on avait l'impression qu'on avait vraiment beaucoup de choses à dire, et des choses différentes, des choses opposées quelquefois, oui, alors on y allait, ben vas-y, tu peux faire pour telle date le numéro. Voilà. Donc c'était d'une façon très, très, très informelle. Et on recevait énormément de textes. Et d'images, il faut sans doute parler aussi des plasticiennes. On répondait à tous les textes, c'était quand même, c'est rare aussi dans les revues. Le choix, ben alors voilà, ça se faisait, on discutait. Qu'est-ce qu'on a pu discuter dans cette revue? Des heures, des journées, des nuits presque, voilà. Parce que si on disait, oui, je vais mettre, là ça va très bien avec ce thème, je prends, mais non, tu vois, c'est pas possible, et puis d'abord il est beaucoup trop long, et puis ça c'est ce genre d'écriture, c'est impossible. Ça c'est une écriture de mec, alors ça c'était un truc, je sais pas quels critères on employait, je sais pas ce qu'on voyait comme critère en vérité, mais on disait ça. Et puis ça, non, ça va pas. Alors on discutait pendant des heures jusqu'à ce qu'en principe on soit à peu près, disons, toutes d'accord. Voilà, c'est-à-dire c'était démocratie directe. De même, pour toutes les tâches de la revue, y compris la fabrication. Au départ, on n'y connaissait rien du tout. Et puis, l'une d'entre nous nous a appris à faire les maquettes. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Alors, on avait des bouts de papier, on avait des petits bouts de scotch. Et on était là en train de mesurer, de faire... C'était très drôle, on y passait... Alors on y passait au moins un week-end, on choisissait un week-end où on puisse, pour celles qui travaillaient à des heures, à des journées classiques, disons,
Une fois, on a fait la maquette chez Marguerite Duras, d'ailleurs, dans son jardin à Naufle. C'était chez l'une, chez l'autre. Si elle avait un compagnon, il virait un peu à ce moment-là, pour qu'on ait la place. Il allait chez sa mère. Et on y passait voilà, plein de temps. Ce qui est un peu aberrant, faire une maquette à plusieurs, c'est très difficile. On y arrivait quand même, c'était collectif, c'est peut-être pas le mot, mais pluriel. Voilà. Donc, voilà comment ça se passait. D'une façon très informelle. Qui est une des caractéristiques, on en a parlé avec Cathy Bernheim, du MLF et de l'ambiance, oui, y compris des oui. âgés de cette année-là. Oui, ça c'est vrai. Ces années-là, en tout cas. Oui. Alors, parmi les autrices qu'on retrouve au sommaire, il y a beaucoup d'anonymes, on va en reparler, mais il y a des noms qui sont déjà célèbres ou qui vont le devenir. Je voudrais en citer quelques-uns ici. Hélène Sixou, Julia Kristeva, Nancy Houston, Annie Leclerc, Leila Sebar, Geneviève Brisac, qui était là tout à l'heure, Pierrette Flotiot, Noël Châtelet, Daniel Salnave, Michel Perrault, Viviane Forester. Qu'est-ce qui unissait toutes ces femmes? Et est-ce que vous diriez qu'il y avait un esprit sorcière? Je voulais vous citer des noms, mais bon, ça se recoupe tout à fait. Juste si je puis vous dire, là vous avez cité à la fois des romancières, des poètes, et alors elles peuvent être tout, mais enfin certaines étaient essentiellement des poètes, par exemple, et d'autres, théoriciennes de l'art, psychanalystes, ethnologues, historiennes, bon voilà. Déjà, forcément, s'il y avait un esprit sorcière, il était divers parce qu'elles parlaient d'un endroit différent. Hein, où elles parlaient de leur corps, justement, de leurs rêves, etc., où elles en parlaient d'une façon historique ou en ethnologue. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui les unissait ou finalement cette absence d'uniformité était recherchée au contraire? Moi, je dirais à partir du moment où une femme avait envie de parler en tant que femme et de ne pas se plier au discours masculin, je pense qu'elle venait d'abord, enfin elle venait soit physiquement, soit elle envoyait ses textes ou ses images, et à ce moment-là, elle faisait partie de l'esprit sorcière, donc c'est quand même assez large. Hein. Alors il y a ces femmes célèbres, ou ces écrivaines, ou ces intellectuels célèbres. Oui, pardon, parce que en effet, certaines étaient déjà célèbres à l'époque. Viviane Forester, Hélène Sixou, Françoise d'Aubonne, voilà. Je ne sais plus qui vous avez cité parce que je n'ai pas tout à fait le même ordre, mais certaines, comme Leila Sebar et Nancy Houston, n'étaient pas du tout célèbres, elles n'avaient jamais publié. Elles ont publié en même temps dans d'autres revues dites du MLF, mais elles n'avaient jamais publié. Et par exemple, Nancy, elle m'a dit, mais elle l'a écrit aussi dans un de ses livres, elle écrivait depuis longtemps, mais elle ne publiait pas. Et ça, je crois que c'est important. Elle a osé publier parce que c'était une revue de femmes. Et ça, c'est un point important. Et ce n'est pas la seule. Beaucoup de femmes, alors certaines après ne sont pas devenues connues, etc. Mais oser apporter son texte et dire « je veux être publiée », ça a aidé beaucoup le fait que ce soit avec des femmes. C'est-à-dire, si je prends la métaphore que le texte est une sorte d'enfant, la femme, si elle accouche dans un hôpital, le médecin va le lui prendre et le présenter au père, quelque chose comme ça, père société, alors que nous, sages-femmes, on prenait les textes certainement d'une autre façon, et puis étant donné qu'on produisait aussi nos propres textes, et il y avait quelque chose, vous savez que pendant longtemps, les femmes qui publiaient étaient des femmes publiques, c'est-à-dire des putains. Enfin, il y avait quelque chose comme ça d'horrible à se montrer à l'extérieur et à publier. Là, c'était beaucoup plus possible, ça devenait possible du fait que c'était une revue de femmes. Et ça, très souvent, je l'ai entendu, les femmes nous ont dit ça. Alors ça devait particulièrement concerner les moins connus, les anonymes ou celles qui le sont restées, parce que ça c'est quand même une des grandes originalités aussi de la revue Sorcière, c'est qu'elle essaye de faire émerger une parole de femme loin des standards masculins. Vous écrivez, l'idée, l'objectif c'était de faire ressurgir le féminin enfoui, exclu et opprimé par le patriarcat, par et dans la création. Est-ce que vous receviez beaucoup de textes? Est-ce qu'on pouvait trouver dans le profil des femmes qui vous envoyaient ces textes des points communs? C'est très difficile à vous dire. Elles étaient quand même d'horizons très différents. Entre celles qui, par exemple, donc universitaires, qui avaient déjà fait toute une réflexion sur la question, un peu branchées dans les milieux parisiens, ou celles qui vivaient en province, mariées, 3 enfants, sans autre travail que le travail ménager et enfants. Souvent, elles nous ont dit, là, c'est là que je vis, je commence à vivre. Là. Donc, je pense que... Oui, entre la célibataire battante et
D'ailleurs, on s'affrontait quelquefois, parce que pour ou contre avoir des enfants, etc., c'était une des questions. Mais je crois que quand même le profil est... Il n'y a pas un profil, non. Est-ce que dans la nature des textes, est-ce que c'était systématiquement des textes d'imagination, au contraire des récits intimes plutôt? Très, très, très variable. Non, j'exagère. Dans ce qu'on a publié, c'était très variable. Mais dans ce qu'on recevait, oui, il y avait beaucoup de récits intimes. C'était beaucoup jeu. Ça me fait du bien d'écrire. Les enfants sont couchés, j'ai du temps pour, voilà, à moi. Et enfin, je peux vous dire, je me souviens de textes du genre j'écris parce que les femmes. J'écris et je crie parce que les femmes écrivent. Il y avait des jeux comme ça entre écriture et cri. Et dans ceux qu'on recevait, il y en avait trop. On devait éliminer, malheureusement, quand il n'y avait pas d'autre forme que comment dire, ce cri un peu primaire, quoi, voilà. Alors ce choix d'encourager une création finalement spécifiquement ou authentiquement féminine va aboutir au développement d'un concept qui va beaucoup prospérer dans les années 80 dans le monde de l'université, qui est l'écriture femme. Je reprends ici le titre d'un essai de Béatrice Didier. Ouais. C'était d'ailleurs un petit peu le sujet que vous abordiez avec Marguerite Duras Oui. dans Les Parleuses. C'est un concept qui va beaucoup être utilisé dans les années 80, qui a été un peu abandonné depuis. Quel est votre rapport par rapport à cette question d'une écriture spécifiquement féminine? Tout à l'heure, Cathy Bernet m'en parlait aussi un peu avec Geneviève Brisac. Il n'y a pas une écriture féminine. À mon avis, c'est exclu et je ne l'ai jamais pensé. Je dirais des écritures. Moi, je mets beaucoup de choses au pluriel. Chaque femme est différente et chaque homme est différent. Bon, donc, des écritures de femmes au pluriel, je dirais plutôt. Non, je reste à peu près sur la même ligne, c'est-à-dire qu'encore maintenant, quand je lis des textes, je sens vibrer quelque chose, je reconnais quelque chose de féminin profond ou pas. Donc, mais de là à caractériser et à dire c'est cette forme d'écriture qui est la bonne, qui est la féminine, c'est impossible. Et je pense que ce serait, comment dire, ce serait tuer toute ouverture, toute possibilité. Et dans les femmes qui ont participé à la revue, remarquez bien qu'il y a des écritures très 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 différentes. Entre, par exemple, pour parler de femmes connues, Marguerite Duras qui a une écriture blanche et épurée complètement, et Chantal Chawaf, où c'est un flux continu, c'est deux écritures totalement différentes. Alors, ne me demandez pas à quoi je repère que ce sont des femmes, parce que justement ce serait trop difficile, mais de fait, il y a quelque chose qui agit dans ce sens-là. Et le fait qu'elle soit venue à la revue, pour moi, c'est un signe quand même. Alors on a parlé d'écrivaines, d'écriture, mais il y a aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, beaucoup de plasticiennes qui ont participé au projet. Est-ce qu'on peut parler de ces plasticiennes? Et en particulier, on a commencé à le faire, de Léonore Fini, de votre relation à Léonore Fini, qui a illustré donc ce premier numéro de la revue. Alors Léonore Fini a tout de suite été enthousiasmée aussi par l'idée de la revue. Juste, je peux dire, en somme, ce seraient mes deux marraines. Marguerite Duras pour le texte et Léonore Fini pour l'image. Il y aurait pu y avoir une troisième marraine à la revue Sorcière, Virginia Woolf, qui écrit « Le premier devoir d'une femme qui veut écrire, c'est de tuer en elle la fée du logis. » Donc voilà, avec le côté provocateur, nous ne sommes pas des fées, nous sommes des sorcières. C'est un peu une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'elle a réussi sa place, tout à fait. Alors, les plasticiennes, c'est vrai qu'au début, il y en avait un peu moins, j'en connaissais moins sans doute. Elles sont venues petit à petit, mais elles ont pris une place très très importante. C'est-à-dire que non seulement elles apportaient, alors elles venaient à la revue avec leur carton à dessin, encombré de leurs photos, etc., où elles les envoyaient, mais il n'y avait pas Internet à l'époque, c'était un peu plus difficile. Et non seulement elles ont été publiées dans la revue, leurs images ont été publiées, mais elles ont pris part à toutes les tâches de la revue, y compris prendre en main un numéro entier. Donc je pense que un numéro comme celui-là, illustré en couverture par Agnès Stack,
Il y a du chemin d'ailleurs entre Léonore Fini et Agnès Stack. Bon, voilà. Donc Agnès Stack, par exemple, a pris son importance non seulement en étant en couverture, mais également en étant responsable d'un ou deux numéros, je ne me souviens plus. Donc elles ont pris vraiment leur place. Et alors, c'est aussi très varié parmi les plasticiennes. Il y a eu des photographes comme Maria Albagnac, Jacqueline Delaunay, Lou Perdu, etc. Des illustratrices jeunesse comme Anne Bozelec, Nicole Claveloux. Elisabeth Bayon qui faisait des sculptures en laine ou Alma qui faisait des vêtements, des sculptures en matériaux souples, c'est-à-dire des vêtements. Des dessinatrices comme Colette Brégé, Agnès Stack. Des femmes qui faisaient des performances comme Gina Pan ou Léa Lublin. Peintres, alors... peintresse, peut-être il faut dire, Sabine Monéris, Julie Trègue, Léonore Fini, Colette Deblé, Jeanne Sauquet, André Marquet, des sculptrices comme Marie-Pierre Thiebaud. Et on a eu aussi des fusains faits par Nadja Mehadji, des encres par Mechtilt, des épaves par Claude Maillard, et puis Charlotte Calmis, et puis Anna Mandietta, et puis Nili Alter. Donc voilà, je cite quelques noms de femmes qui, encore aujourd'hui, exposent, j'ai vu l'an dernier, Nili Alter, Anna Mandietta, etc. Donc là aussi, je pense que c'est très très varié. Non seulement la technique, non seulement le matériau, mais ce sont des femmes qui viennent d'horizons quand même très différents. Certaines n'avaient jamais pu rien montrer, jamais fait d'exposition, d'autres étaient déjà, comme Léonore Fini, évidemment, tout à fait reconnues. Voilà. Est-ce que c'était des œuvres qui étaient créées spécifiquement pour la Revue Sorcière ou c'était des œuvres préexistantes? Les deux sont possibles, les œuvres préexistantes, et Léonore Fini a fait ce dessin original pour la revue. Pour le numéro 2, c'est Mechtilt qui a fait un dessin original pour la voix. Voilà, donc là aussi, c'est variable. Et en plus des écrivaines, poètes, etc., et des plasticiennes, ont participé à la revue. Une chanteuse comme Catherine Ribeiro, une danseuse et chorégraphe comme Catherine Atlami, des actrices comme Juliette Berthaud et Delphine Seyrig, des cinéastes comme Ronnie Daoupoulo, Maria Clonaris et Caterina Tomadaki. Voyez, donc moi quand je revois ça, j'avoue être assez émerveillée de la diversité des créations qui se sont fait jour ici. Alors ce pluriel qui est très important, on l'a entendu beaucoup aujourd'hui dans ces premières années du MLF. Ce pluriel, on le retrouve dans le choix des thèmes. On l'évoquait tout à l'heure parce que chaque numéro est organisé autour d'un thème. Ces thèmes sont assez variés, je vais ici en citer quelques-uns. La nourriture, la voix, odeur, fidélité, le sang, poupée, désir, la saleté, enfant, mythe et nostalgie. Je crois que c'était le dernier numéro. On a parlé un petit peu du choix de ces thèmes. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques-uns. Le premier d'abord, la nourriture. Comment s'est passée la constitution de ce premier numéro? Honnêtement, je crois que c'est moi qui ai lancé le premier thème. Hein. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que plein de femmes sont venues très vite. Il n'y avait pas Internet. Je me demande encore comment ça s'est passé. C'était le téléphone arabe, de bouche à oreille. La nourriture, effectivement, pourquoi on parlait en tant que femme? Bien évidemment, ça tient au corps, c'est-à-dire jusqu'à une époque récente, les femmes ont fait vivre les enfants en les allaitant, donc une fonction vitale, et jusqu'à maintenant, dans le monde entier, c'est le plus souvent les femmes qui font la cuisine, bon, pour une raison que, honnêtement, j'ignore, parce que, ou peut-être elles veulent prolonger l'allaitement, mais il n'y aurait pas de raison en principe, mais apparemment oui, puisque on dit que les hommes font le tiers du temps, je crois, des femmes. Donc, d'emblée, on était à la fois sur un terrain biologique et à la fois sur un terrain social. Parce que faire la cuisine, c'est entièrement pris dans une certaine société, dans une certaine, selon les régions du globe, c'est différent, selon les époques, c'est différent. C'est l'histoire, c'est la géographie. Donc, on avait à la fois un champ intime et à la fois un champ politique, pour reprendre comme on disait l'histoire d'elle. Il y avait la possibilité d'avoir des textes poétiques, lyriques, intimes, et des textes de réflexion, et il y avait aussi des témoignages, il y avait aussi des entretiens. Je me souviens que dans ce numéro, il y avait
des femmes restauratrices qui avaient été interviewées. Donc il y avait aussi cet aspect qu'il ne faut pas négliger dans Sorcières. Il y a eu aussi l'aspect d'enquête personnelle ou sociale, ou une autre forme d'écriture. Voilà. Il y a un autre thème qui m'a interpellé, mais vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le terme jazette, Oui. qui était, j'ai relu le numéro, une réaction aussi à des accusations, parce qu'il y avait sans doute beaucoup de débats, un peu comme dans les AG du MNF, une accusation de parisianisme. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jazette, de cette dimension volontairement justement non parisienne, y compris internationale? Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voulait bien prouver que les textes pouvaient nous venir de partout et que même un numéro de Sorcières pouvait s'organiser ailleurs. Et c'est vrai qu'on était déjà en contact avec Madeleine Gagnon, avec Josette Marchesso, je crois, bon, des femmes par lettres, hein, parce qu'à l'époque c'était des lettres, on était déjà en contact avec elles. Et donc, mais alors après leur avoir dit, eh ben, vas-y, débrouillez-vous, hein, on n'a rien su jusqu'au moment où ils ont tout envoyé. C'est-à-dire, le thème de la jazette, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Oui, moi non plus, c'est pour ça que j'ai été voir. Bon. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a eu aucune censure, parce qu'on l'a pris, on l'a publié tel quel. Voilà. Donc, c'était liberté totale. Et on a été folle de joie, on a été contente. Je me souviens du texte de Josette Marchesso, « Ma mère est une vache ». Le scandale, mais c'est extraordinaire, c'est un texte magnifique, magnifique, où elle voit ma mère est une vache avec moi, ça fait 2. Et puis la nuit, les vaches, elles s'envolent et c'est elles qui font la voie lactée. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Une vitalité et un culot, une audace quand même, dire ma mère est une vache. Hein, bon. Mais non, c'était une dynamique et un rapport à la nature, pas du tout lénifiant, pas du tout. Le rapport à la nature, c'est pas des petites fleurs des champs, ça peut l'être aussi, mais bon, et ça peut être aussi cette voie lactée, c'est-à-dire le monde entier. Ouais. Alors justement, il y a un numéro qui est assez novateur également, c'est Nature assassinée, puisque vous abordez à ce moment-là un sujet qu'on développe beaucoup aux États-Unis, beaucoup moins en Europe et en France, qui est l'écoféminisme, et qui recoupe des préoccupations, des engagements qui sont aussi les vôtres, puisque c'est dans ces années, en 1974, je crois que vous publiez La Hague Mater Violentée, donc récit contre le nucléaire, et un combat que vous prolongez encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lien entre écologie et féminisme que vous développez dans ce numéro et aussi dans votre œuvre? Oui, alors là, mais je crois aussi que c'est moi qui avais lancé le thème, mais parce qu'on en discutait depuis un moment. C'est vrai qu'on n'utilise pas le mot écoféminisme. Alors, pour être tout à fait honnête, les États-Unis, je ne savais pas que ça existait ce pays, moi. À peine, quoi. Je ne suis pas influencée par les féministes américaines, c'est vrai que je ne les connaissais pas. On connaissait moins le monde. Mais de toute façon, c'est Françoise d'Aubonne, la première, qui a utilisé ce terme, et Françoise d'Aubonne était bien sûr partie prenante de ce numéro. Je lui avais demandé très tôt, ça t'intéresserait, tu voudrais faire un article, hein? Mais oui. Et au début, on voulait l'appeler La nature en crise. Donc elle nous a remis un texte qui s'appelle La nature de la crise, c'est-à-dire pour inverser. Mais après, on a choisi, alors c'est pareil, la façon dont on allait formuler le thème, on en discutait beaucoup. On a choisi Nature assassinée parce qu'on avait choisi une sculpture de Bernadette Faraggi qui symbolisait un peu, qui anthropomorphisait la nature. Et donc c'était comme un être humain assassiné, cette nature. Voilà. Donc ça, le titre a évolué. Pour vous, comment ça s'articulait, cet engagement écologiste, féministe, même si oui. le terme n'est pas employé? C'est à la fois quelque chose que j'ai ressenti très fort en moi, et une idée, c'est-à-dire à la fois intellectuelle et corporelle presque, c'est que ce pouvoir masculin qui écrase les femmes, écrase aussi la nature, défigure les femmes et défigure la nature. C'était ça mon idée derrière, c'était dans la répression, c'était pas tant dans le positif que dans le négatif. C'était pas si loin de la guerre du Vietnam où les Américains avaient répandu le défoliant orange, qui a décimé des hectares, des millions d'hectares donc d'arbres, et en même temps rendu les femmes stériles où elles ont eu des enfants mort-nés. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à la fois à la racine des arbres et à la racine de la vie dans le corps des femmes.
Voilà, c'était ça l'idée de départ. Et c'est que j'ai eu, bon, que j'ai ressenti aussi parce que j'ai été enceinte à peu près à cette époque, sans doute que ça a joué, la vie personnelle compte. Et cette émotion, cette sensation que j'ai eue, qui s'est transformée en quelque chose d'un peu plus construit, c'est-à-dire faire le lien entre ces deux oppressions, ça a fait écho d'une façon formidable chez beaucoup de femmes. Alors il y avait par exemple à l'époque Anne-Marie de Vilaine qui travaillait avec nous déjà depuis longtemps et qui était aux Amis de la Terre, qui était proche de Brice Lalonde par exemple, ou Sophie Chauveau. Donc évidemment l'écho s'est fait d'une façon très... Ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et dans ce numéro, on avait fait courir en bas du numéro énormément d'informations alarmantes sur les pesticides, sur le plastique, enfin tout ce qu'on dit maintenant. Voilà, c'était le soubassement et puis par-dessus notre parole de protestation, de rébellion. Voilà. Alors il y avait ces thèmes qui constituaient une grande partie de chaque numéro, le dossier, mais il y avait d'autres sections dans chaque numéro. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces autres sections et comment ces sections justement faisaient le lien entre sorcières et d'autres organes de lutte du féminisme à ce moment-là? Eh bien voilà, c'était pour ça, c'était pour faire le lien. Et on avait une partie information lutte de femmes. Appeler une manif, c'était pas possible parce que c'était trop long nos délais bon. Mais l'ouverture d'un café des femmes, d'une librairie des femmes, bien sûr. Donc information sur les luttes de femmes et critique de livres, de films, d'expositions, soit de femmes, soit qui disaient quelque chose d'important sur les femmes. Voilà. Donc c'était effectivement le lien entre une actualité. Il y avait aussi les collections femmes qui se créaient à l'époque, qui étaient créées, et les éditions des femmes, bien sûr. Et donc, ça faisait le lien entre d'autres lieux où s'exprimait la lutte. Oui, de lieux, et puis de lieux qui pouvaient être des lieux d'écriture, si ce sont des livres, voilà, ou des galeries, etc. Alors, après 24 numéros, le Sorcière s'arrête en 1982, puisque vous avez réussi à dater ce numéro. Pourquoi? Oh, par épuisement. C'est tout bête. Bon. Ah, alors aussi, vous savez qu'il y a des vagues dans le féminisme. La vague, quand même, retombée, notre vague retombée. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est que quand même, il faut vivre. Et Sorcière, moi, j'avais pas un sou pour le créer, donc ça a toujours été chez des éditeurs. Les éditeurs ont été au début très enthousiasmés. On en vendait quand même 6 à 7 000 exemplaires par numéro. Alors, j'avais appris à la même époque que la NRF en vendait 600. J'étais fière. Voilà, donc ça marchait bien, comme on dit, mais bon, voilà, il faut aussi penser aux ventes. Alors, on faisait aussi des ventes militantes quand on allait à des salons, etc., des foires féministes. Et ben, petit à petit, ça ne s'est plus vendu, et l'éditeur nous a mis à la porte. Il y a aussi ça, c'est-à-dire, alors on a continué pendant un moment. Au départ, on était entièrement toutes bénévoles. Après, mise à la porte, on a continué aussi d'une façon bénévole, mais bon, voilà, quand ça diminue trop, et puis certainement que nos forces, voilà, c'était à la limite de nos forces, tout simplement. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette aventure éditoriale et quelle importance elle a eu dans votre parcours personnel? Ah, mais une grande importance, la preuve, quand même, 5 ans de ma vie. Et puis, moi, ce que j'en retiens, c'est un foisonnement de contacts. C'est comme je vois ça comme un feu d'artifice. Ça partait de l'une à l'autre, ça se renvoyait. Alors on s'engueulait aussi beaucoup, on s'affrontait, il y avait des conflits, mais il y avait aussi des rigolades, des échanges, et c'était une création qui ne se faisait pas seule, et ça j'en retiens quelque chose de très très... Pour moi c'est une période merveilleuse, vraiment passionnante, vraiment de créativité. Alors pour moi... Mais alors attendez, parce que grâce à mon petit pense bête, je vais vous dire ce qu'on a retenu l'Encyclopédia Universalis, parce que ça fait quand même plus sérieux. Un article en 1997 sur le féminisme des années 1970 dans l'édition à la littérature, qui cite la revue Sorcière et assure que, je cite, « Pour les femmes françaises, la première fonction de l'écriture est de permettre la communication, l'explosion d'une parole enfin libérée du silence ou d'un bavardage, entre guillemets, rendu à ses droits. » C'est une jazette, ça.
L'édition féministe nous montre en effet ce que nous n'avions jamais vu, ces couloirs obscurs de l'histoire, aurait dit Virginia Woolf. Et à la rubrique édition féministe, on peut lire « Le féminin, entre guillemets, dans la culture, n'apparaît ainsi plus seulement comme une fonction négative, mais aussi comme un élément dynamique, voire novateur. » C'est agréable de lire ça. Une consécration, en tout cas. Oui. Parmi les 24 numéros, est-ce qu'il y en a un qui vous est resté particulièrement cher et pour quelle raison? Alors, le numéro La nature assassinée, oui, ça c'est sûr. Et je pense ce numéro enceinte, portée, accouchée, parce qu'on voulait des termes actifs. Et je pense que c'est un numéro où on s'est le plus écharpé, d'ailleurs, entre celles qui trouvaient épouvantable d'être enceinte et d'accoucher et celles qui trouvaient que c'était l'apothéose et le bonheur. Et ce qui était intéressant, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que justement, alors dans les manifestations qu'on faisait, c'était vraiment maternité esclave, un enfant si je le veux, mais surtout j'en veux pas éventuellement. Bon, là l'idée c'était d'approfondir cette question. Est-ce que vraiment on veut des enfants? Est-ce que vraiment on n'en veut pas? Et pourquoi? Et comment? Et de quelle façon? Voilà, de quelle façon? Si nous avons un désir d'enfant, si nous avons un désir d'être enceinte, comment faire pour qu'il ne soit pas rapté par justement le corps médical, comme ça s'est passé au moment des sorcières, au moment de la Renaissance. On parlait des accouchements à domicile, etc. Et comment faire pour qu'il n'y ait pas une mainmise de la société sur ce que les femmes sortent de sous leur jupe, si je puis me permettre. Voilà. Comme un espèce de miracle, il sort un bébé. Et comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est complexe, ambivalent et ambigu, ce désir d'enfant. Donc j'ai bien aimé ce numéro, justement à cause de cette épaisseur. C'était d'ailleurs une psychanalyste, Claude Boucopsa, qui l'avait pris en charge. J'allais dire diriger, jamais dire ce mot. Et donc j'ai trouvé ça, ça a donné beaucoup d'épaisseur, je trouve, le fait qu'il y ait ces différentes strates et ces affrontements. Alors vous battre pour libérer la parole des femmes vous conduit assez naturellement à vous intéresser à certaines oubliées de l'histoire et certaines oubliées de la littérature. C'est le cas de Louise Michel. Vous étiez venue nous en parler lors d'une édition du Festival international des écrits de femmes. On trouvera le lien vers votre communication à l'issue de notre entretien. Comment est-ce que vous en êtes venue à vous intéresser à celle que vous appelez vous-même la Vierge Rouge de la Commune? Elle est appelée comme ça. À l'époque, on l'appelait la Vierge Rouge. En fait, quand on est une petite fille et qu'on va à l'école et qu'on va au cours d'histoire, à qui se rattacher? Je suis désolée, Jeanne d'Arc, elle est un peu royaliste et catholique pour moi. Je me souviens, ça, je dis, mais quelle femme? Il n'y en avait pas. Des rois, ou alors des reines, Catherine de Médicis, merci non plus. Voilà. Et quand j'ai entendu parler de Louise Michel, très jeune, enfin pas adolescente, disons, j'ai ressenti quelque chose pour cette femme qui était à la fois c'était une femme forte, qui s'était rebellée, qui avait pris les armes pour... voilà. Et c'était une femme qui m'avait intéressée beaucoup. Et quand j'ai lu ses mémoires, c'est là où j'ai été vraiment convaincue, c'est-à-dire que je me suis aperçue que, d'accord, c'est une guerrière, elle fait la commune contre l'injustice sociale, c'est comme ça qu'on la reconnaît en général, mais c'est aussi une femme qui fait le lien entre toutes les oppressions. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire Louise Michel dit, elle écrit, tout se tient, tous les crimes de la force. Et les crimes de la force, c'est l'homme qui écrase la femme, c'est le patron qui oppresse, qui exploite l'ouvrier, c'est le blanc qui colonise le noir, c'est les humains qui tuent les animaux et les plantes. C'est extraordinaire, c'est-à-dire là, on a presque tout. On a l'antiracisme, on a l'écologie, on a... Bon, elle est intersectionnelle avant l'heure. Elle est complètement intersectionnelle, absolument. C'est horrible mot, je trouve ça très dur à dire. Mais effectivement, c'est ce qui m'a séduite encore plus chez elle, c'est qu'elle ne s'en tenait pas à une forme de combat, et elle liait l'ensemble des combats. Alors après, j'ai trouvé ces mémoires extraordinaires. Je les ai plus ou moins réécrites avec les informations qu'on avait à l'époque dans le titre La Vierge Rouge, pour lequel
Tardy m'a fait une couverture magnifique. Donc là, je reprends un peu son souffle, je reprends un petit peu son écrit. Et puis, tout en travaillant sur cette biographie, j'ai commencé à lire des lettres de Louise Michel, notamment les lettres de Louise Michel à Victor Hugo. Tellement extraordinaire, je me suis dit, mais il faut publier ça. Allez, ne doutant de rien, je vais publier les lettres de Louise Michel. 10 ans après, j'ai réussi. Ça m'a pris 10 ans. Enfin, alors, je travaillais pour vivre entre-temps. Vivre de sa plume, j'aurais bien espéré, oui, beaucoup plus jeune, mais maintenant, voilà. J'avais déjà renoncé. Donc ça a été très très difficile, c'est extrêmement compliqué. Alors il faut vraiment une méthodologie. C'est là où je suis devenue l'historienne que je n'étais pas. J'ai appris à faire des recherches dans les archives, à comprendre, à déchiffrer son écriture déjà, mais à comprendre ce que signifiaient ces lettres en regard de l'actualité politique de l'époque, etc. Donc j'ai fait un travail de titan là. Et quand c'est paru, la correspondance de Louise Michel, que j'ai appelée « Je vous écris de ma nuit », ça c'est une lettre qu'elle écrit à Victor Hugo. « Je vous écris de ma nuit ». Ça, j'étais trop contente parce que Michel Perrault m'a fait un immense, magnifique article et je me suis dit, ça y est, j'ai gagné un galon d'historienne là. Non mais je veux dire, j'étais soulagée de savoir que j'avais fait un travail valable qui apportait quelque chose dans l'histoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même ce travail m'a permis de voir que ce n'était pas du tout une icône aussi lisse et aussi simple qu'on le croit et aussi parfaite qu'on le croit, et qu'il y avait beaucoup de contradictions, comme tout être humain bien sûr, mais enfin dans Louise Michel. Là aussi, on est dans la complexité, l'ambivalence, l'ambiguïté quelquefois. Et tout en travaillant sur ces lettres, dans les centres d'archives à Moscou, etc., au Danemark, et au Danemark, différents endroits, j'ai aperçu ses écrits, une partie de ses écrits, et je me suis dit, mais c'est une écrivaine extraordinaire, polygraphe, elle a écrit dans tous les genres littéraires. Pourquoi est-ce qu'on oublie tout ça? C'est une chef de file politique, oui, ça c'est vrai, mais c'est aussi une écrivaine. Et donc j'ai créé la revue Louise Michel Œuvres pour accueillir les œuvres de Louise Michel qui soit été inédites, soit été mal publiées, et voilà, avec beaucoup de travail à faire là. Donc elle ne m'a pas quittée pendant des années, Louise Michel. Alors comment s'articule justement dans votre esprit, dans votre travail, cette recherche historique et votre engagement féministe? On a compris justement, Louise Michel est une figure qui incarne une multiplicité de combats. Est-ce que vous iriez à dire que Louise Michel est une sorcière? Oh oui, oui, c'était une sorcière, bien sûr. D'ailleurs, on l'a traitée de sorcière et de pétroleuse. Soi-disant, c'est elle qui a brûlé Paris, ce qui est absolument faux. Je viens de terminer un livre sur les pétroleuses. Donc ce sont des figures qui prolongent très très bien la figure de la sorcière. C'est-à-dire la femme pas comme il faut, parce qu'elle ne reste pas à sa place. Son rôle est beaucoup plus effacé, et elle sort de son rôle de femme, entre guillemets, et donc elle mérite la réprobation générale, et elle mérite la déportation, elle mérite la guillotine. Voilà. Bon. Donc... on ne brûlait pas à l'époque, mais oui, c'est tout à fait dans la lignée des sorcières. Alors, je me permets d'ajouter, d'ailleurs, il y a eu une exposition qui parlait qui montrait à la fois des sorcières, les pétroleuses et les avortés. Et je me permets d'ajouter qu'un autre grand pan de mon travail et de ma recherche, c'est sur les avortements clandestins. Alors j'y venais justement, puisque dire, ce que justement nous enseigne finalement le destin de Louise Michel comme celui de la Commune, c'est qu'il y a une permanence des luttes, et que ces luttes, même les conquêtes, sont parfois extrêmement fragiles, les conquêtes démocratiques, et notamment en ce qui concerne les femmes. Et c'est particulièrement vrai, on le voit aujourd'hui, de la question de l'avortement. Vous avez beaucoup écrit sur cette question de l'avortement, Naissance d'une liberté en 2002, qui a été réédité en 2004, Parole avortée quand l'avortement était clandestin en 2005, ou plus près de nous, donc cet ouvrage Avortée clandestine en 2015. Alors cette question de l'avortement est peut-être justement, et hélas, un exemple de cette lutte permanente. On voit l'avortement, ce droit à l'avortement conquis de haute lutte est aujourd'hui remis en cause un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet engagement pour garder cette mémoire
de ce drame qu'a été l'avortement, et notamment l'avortement clandestin. D'accord. Et qu'est encore l'avortement clandestin? Oui, oui, oui. Ben, c'est dans la lignée des sorcières qui avortaient les femmes, hein, sorcières avorteuses. C'est assez curieux parce que un jour, j'ai écouté la radio et j'ai entendu une femme qui parlait. Maintenant, je pense que c'est Simone If, mais à l'époque, je n'ai pas fait attention. Et elle disait que des femmes venaient au planning familial. Et une femme était venue et elle avait dit « Je ne peux plus avoir encore un autre enfant, j'en ai déjà je ne sais pas combien. Et j'ai supplié mon mari de prendre une maîtresse. » Et je me suis dit « Merde, mais ça a existé, ça ?» C'est-à-dire que non seulement elle subit je ne sais combien de grossesses indésirées, mais au lieu de se rebeller contre cela, elle suppose que son mari a, lui, des besoins sexuels, mais pas elle. Enfin, il y avait tout dans cette phrase. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On a vécu cette période-là, il faut le faire savoir. Donc ça a été ça, le déclenchement. Donc je me suis mise à faire des recherches historiques, même si j'avais vécu ça d'une certaine façon. Et en tout cas, tout au cours du XXe siècle, toutes les luttes pour la liberté de la contraception et de l'avortement, ça forme un tout en fait, hein, pour la maîtrise du corps. Donc je l'ai appelé Naissance d'une liberté, c'était le titre d'un article de Michel Peyroux, mais elle m'a permis de le prendre parce que je trouve ça très beau. Cet immense combat des femmes et d'un certain nombre d'hommes pour la maîtrise de la liberté a été quelque chose, a été une épopée, mais absolument incroyable, et que apparemment beaucoup de jeunes, mais les jeunes c'est jusqu'à 60 ans, ne connaissent pas du tout, n'imaginent pas du tout, ils ne se rendent pas compte du tout. Voilà. Et à l'intérieur de ce livre assez gros, avec beaucoup de chapitres, il y avait un chapitre où j'avais recueilli des témoignages de femmes ayant avorté avant les lois Veil. Et j'ai eu beaucoup de réactions à ce livre. J'ai failli avoir le prix des lectrices de Elle, et à ce moment-là, on a plein de lettres qui arrivent, des centaines de lettres. Et j'ai été frappée du nombre de réactions à ce livre qui me disaient « Ah là là, ce livre sur les avortements, qui raconte les avortements clandestins, c'est terrible, ça m'a bouleversée, j'ai tout découvert. » Comme s'il n'y avait que ce chapitre-là, presque. C'est-à-dire que toute la partie historique, enfin, avait été lue certainement, mais c'était cette partie-là de témoignages qui avait le plus bouleversé. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est des personnes qui parlent, c'est des femmes qui parlent, et c'est là où on peut vraiment comprendre en touchant du doigt la personne, par sa voix, par son écrit, voilà, par sa voix retranscrite. Et donc j'ai décidé de faire un livre presque entièrement constitué de recueils de témoignages. Ce qui a été quand même assez difficile, parce que, encore une fois, il n'y avait pas Internet, en tout cas moi je ne l'avais pas, et qu'il fallait que le bouche à oreille fonctionne. Le planning avait mis une petite annonce, enfin il y avait peut-être un journal, enfin il y avait eu des demandes, et les femmes m'ont parlé quelquefois avec une émotion très 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 grande, et souvent en me disant mais c'est la première fois que j'en parle. Je n'en ai jamais parlé à mon compagnon, j'en ai même pas parlé à mon psychanalyste, enfin bon, et enfin je peux en parler, oui, il faut en parler. Un soulagement, voilà. Peut-être ça ressemble un peu à cette histoire de MeToo, les femmes qui enfin parlent de leur viol. Et donc ça a été très fort. Et puis j'ai rencontré une éditrice, l'édition Mon Conduit, qui était intéressée, comme c'est une édition qui se centre sur la mémoire, sur les écrits de mémoire, et on a parlé, et je lui ai dit, mais moi aussi j'ai fait un avortement clandestin à l'époque. Elle m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé toi de ton avortement clandestin en disant ton nom, en disant que c'est toi, c'est très très important. Son idée dans sa maison d'édition, c'est justement que le je rencontre le nous, et qu'en parlant de soi, on parle de la société, etc. Je lui ai dit oui, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans la position de celle qui interviewe, un petit peu la chercheuse de CNRS que j'ai été un petit peu. Mais non, aussi je fais partie du troupeau des réprouvés, comme disait Baudelaire. Et donc on a fait une nouvelle édition dans laquelle je raconte moi mon avortement aussi. Et donc je fais une présentation un petit peu différente.
si je puis me permettre, cet avortement, je l'avais évoqué dans un livre qui est paru bien avant, c'est-à-dire en 1973, si je ne me trompe pas. Vous voyez que j'hésite un peu souvent sur les dates. Aux éditions des femmes, c'est-à-dire juste au moment où elle se créait, j'ai trouvé ça génial, une maison d'édition de femmes, j'ai proposé un recueil de poèmes, parce que j'écrivais, mes premiers écrits c'était des poèmes, c'était de la poésie, c'était évident que je devais écrire en poésie, de la poésie, et je leur ai proposé ce recueil de poésie qu'elles ont accepté tout de suite, qui s'appelle Rose saignée. Et ça aussi, ça a été une fabrication plurielle. On était je ne sais pas combien à se disputer, à rigoler, à travailler n'importe comment, mais on a quand même réussi à faire un livre très beau, je trouve. Et surtout, je leur ai apporté en même temps un texte que j'avais fait sur les règles. Sujet éminemment tabou à l'époque. Qui oserait parler des règles à l'époque? Maintenant, on en parle beaucoup, beaucoup. Et heureusement, il n'y a pas de raison de le taire, mais c'est féminin, c'est caché, c'est sale, c'est souterrain. Et j'avais écrit un texte où je m'étais assez bien amusée avec les publicités, je faisais des détournements de publicité, où je faisais des petits collages avec des collages écrits, avec des souvenirs, mes propres souvenirs, ou ce que je trouvais ici et là, etc. Donc voilà, un texte écrit à la main. L'autre, le texte, les poèmes, je l'avais tapé sur ma petite machine. Et elles ont eu une idée, je ne sais plus laquelle d'entre elles a eu une idée géniale. Elle dit, attends, on va publier tes poèmes en les imprimant correctement, comme il faut, en allant à la ligne, etc. Et on va prendre ton texte manuscrit, l'écrire à la main, on va l'écrire avec de l'encre rouge, puisque ce sont les règles, et on va le faire fluctuer au milieu du texte imprimé. Et ça, c'est extraordinaire. Ça fait un livre pas facile à lire, parce qu'on commence à lire un poème, et puis qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce qu'il faut lire les lignes manuscrites ou pas? Ça donne une certaine difficulté, mais aussi une certaine épaisseur à ce livre. Et voilà, je trouve que c'est un objet extraordinaire. En plus, il y avait des tas de petites images qu'on avait trouvées ici ou là. Et la première partie, c'est en différentes parties, s'appelle L'indélicatesse du sperme, et c'est mon avortement. Je ne parle pas directement de l'avortement, mais je parle d'une grossesse indésirée et plus qu'indésirée, c'est-à-dire vécue dans une horreur totale. Voilà. Et donc, je fais le lien entre ce Rose saignée, publié il y a très longtemps, et Avortée clandestine, vous allez me donner les dates, 1973. 1914 et 2015. Ah là, ça fait... on peut compter. Voilà. Donc, il y a peut-être un lien là qui se fait. Alors, ce lien se prolonge et se poursuit, puisque ces combats, celui pour l'avortement, l'écoféminisme également, la création féministe, ce sont des questions qui sont au cœur aujourd'hui des combats féministes, qui, oui, alors qu'ils se montrent parfois assez sévères, on en a parlé à l'égard du MLF, reprennent volontiers à leur compte, que ce soit l'épithète ou le qualificatif de parleuse, et surtout sorcière. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce regard que vous portez vis-à-vis ces jeunes générations qui se réapproprient d'une certaine façon l'ensemble de ces créations des années 70 ? Je trouve ça très, très bien, d'une façon générale. Alors, je ne peux pas faire une analyse sur ce qui se passe actuellement. C'est vrai que là, je reviens d'un colloque à Orléans sur les sorcières, et que ça intéressait beaucoup, et que je voyais la table de presse avec au moins 15 bouquins sur les sorcières. Donc, les sorcières sont de retour. Hein. Donc ça, je trouve ça très, très positif. Mais je pourrais parler plutôt à mon niveau, à moi, parce que c'est quand même ce que je connais mieux. Justement, il y a un groupe de femmes et de quelques hommes, doctorantes et doctorants en lettres et arts de la Sorbonne, pas uniquement de la Sorbonne, mais de plusieurs universités féministes, qui a pris le nom de Les Parleuses, en référence au livre avec Marguerite Duras. Et puis comme Chloé Delhomme avait créé elle aussi Les Parleuses, maintenant elle s'appelle Les Jaseuses, en référence à la jasette. Voilà. Et alors ces jeunes femmes et hommes, moi je les trouve extraordinaires parce que déjà elles ont fait une journée d'études à la Sorbonne uniquement sur mon œuvre. Elles m'ont fait venir et elles m'ont dit,
Xavier, est-ce que vous nous permettez de faire une nouvelle édition de Rose Saignée? Ce livre quand même très oublié, parce que les poèmes, en plus, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Ben, j'ai dit, oui, oui, vous le connaissez. Voilà. Il y avait une actrice qui lisait des extraits de Rose Saignée, et elles m'ont dit, on va trouver un éditeur. Est-ce que vous seriez d'accord pour faire une nouvelle édition, mais vraiment une nouvelle édition, c'est-à-dire, elles auraient, elles, leur part, critique un peu, c'est-à-dire dire pourquoi, alors je vais essayer de les citer aussi, pourquoi aujourd'hui un texte pareil peut les intéresser alors qu'il est paru il y a si longtemps. Ce dossier établira, j'espère qu'on va y arriver, des liens avec la reviviscence du féminisme d'aujourd'hui. Il permettra de mettre en évidence le matrimoine récent. C'est une œuvre très importante historiquement. C'est-à-dire, le lien est fait entre, justement, tout ce que les règles, sujets tabous, les épisodes violents, convulsifs, ça. Donc, apparemment, elle rentre très bien dans ce texte si vieux. Hein. Et moi, je suis vraiment tout à fait partante, on n'a pas encore trouvé l'éditeur, il faut le trouver, qui accepte à la fois de reprendre quelque chose d'aussi ancien et à la fois qu'il y ait la patte et la voix de jeunes femmes et hommes. C'est merveilleux, c'est une transmission, quoi. Et si je peux vous dire aussi, il y aura une autre transmission qui se prépare. Alors, mon livre La Hague, ma terre violentée, qui est un livre, La Hague, c'est dans le Nord-Cotentin. C'est vrai que je suis née à Toulon, mais j'y suis restée 6 mois. Et je suis cherbourgeoise, c'est-à-dire c'est le Nord-Cotentin, Cherbourg, et j'ai toujours vécu là-bas, jusqu'à ce que je parte faire mes études à Paris. Et dans ce Nord-Cotentin, il y a usine de retraitement et de stockage de déchets de La Hague. Personne ne dit que c'est une usine de stockage, pas seulement de retraitement, plus une usine atomique, plus l'EPR de Flamanville. C'est terrifiant, épouvantable. Voilà. Donc ce livre est un livre à la fois où je raconte mes pieds dans l'eau quand j'étais petite, courir dans les dunes et dans les prés, voilà, tout ce que c'était que cette enfance près de la mer de la Manche, la mer du Cotentin, proche du Cotentin, et à la fois la façon dont l'usine, à l'époque il y avait que celle-là, empoisonne, crevasse, ma matrie, ma terre d'enfance. Voilà, c'est ça La Hague, ma terre violentée. Eh bien, Isabelle Cambourakis, que vous connaissez sans doute, puisqu'elle a créé la collection Sorcière, justement, est venue me voir et m'a dit « Mais Xavier, je voudrais faire une nouvelle édition. » C'est pareil, c'est pas reprendre, c'est faire une nouvelle édition de La Hague, ma terre violentée, qui m'avait beaucoup intéressée à l'époque. Et je vous propose de le faire avec une ethnologue qui travaille sur Fukushima. Et je trouve ça génial. Génial. Alors depuis un moment, alors à cause du confinement, on n'a pas réussi à se voir, mais on se tient au courant. On va faire vraiment, ça ne va pas être le même livre, ça va être un nouveau livre, enfin une nouvelle édition, qui va être beaucoup plus riche et où il va y avoir cet apport d'une femme beaucoup plus jeune, qui est en activité. Et malheureusement, on va ajouter Tchernobyl et Fukushima à La Hague. Bon, ça va enrichir, si je puis dire, c'est pas comme l'uranium enrichi. Voilà, donc ça va. Je me dis que cette transmission, ben, elle peut se faire, elle se fait dans les cas que je vous montre là, dont je vous parle. Il y a une transmission très agréable. Alors en 1975, on disait les sorcières sont de retour. Finalement, en 2020, on dit les sorcières sont encore de retour. Alors je vous poserai la même question qu'aux autres intervenantes aujourd'hui. Si Sisyphe est une femme, sera-t-elle un jour heureuse? Ah ben, elle devrait l'être. Il me semble qu'elle commence à l'être. Regardez, il y a quand même une vitalité de la production. J'aime pas le mot féminin, de femmes, faites par des femmes, que ce soit écriture, artistes, etc. On entend des voix de femmes multiples de plus en plus. C'était beaucoup plus rare à l'époque. À émerger ensemble, oui, peut-être on va être heureuse. Merci Xavier Gauthier.